Marc a montré brillamment quelle suite de contresens on fait lorsqu'on essaye de montrer de donner un mode d'existence au temps. Il s'est placé du point de vue physicien, donc et donc il dit que le temps entendu au sens des physiciens n'existe pas. Et moi, je vais vous parler du fait que les mathématiques ont un certain rapport au temps, et je ne peux pas définir explicitement ce que j'entends par temps dans ce cas-là. Je ne veux pas développer un physicalisme, mais dans notre civilisation, les mathématiques ont une certaine position complexe et qui est liée aussi à la position qu'elles occupent par rapport à la philosophie. Les philosophes ont écrit des milliers de pages sur les mathématiques et ont posé des problèmes sur le rapport des mathématiques au temps. Alors, je vais essayer de vous montrer certaines approches, je dirais, descriptives, sans prendre parti, qui ont animé et dominé la philosophie des mathématiques depuis une cinquantaine d'années, même bien avant. Et il existe aujourd'hui une communauté de philosophes des mathématiques, très difficile d'abord, et qui s'appelle la philosophie de la pratique mathématique. Elle est fortement inspirée par un courant philosophique qu'on appelle la philosophie analytique, qui n'a pas que des défauts et qui est relativement intéressant. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que moi, je n'ai pas cette position, et ma position est la suivante, que je ne sais pas si j'arriverai à me faire comprendre. Alors, selon moi, il y a plusieurs manières de faire de la philosophie des mathématiques. Il y a ce que j'appelle souvent la petite philosophie. Alors, la petite philosophie, c'est ce que modestement, ce à quoi se livrent les mathématiciens lorsqu'ils réfléchissent sur leur pratique et ils définissent des mouvements de pensée, une réflexivité, etc. Donc, tout ce qui est une sorte d'esquisse de réflexion théorique, souvent modeste, des mathématiciens sur leur pratique. Ça, c'est la première manière de faire. Et il y a beaucoup de textes très intéressants produits par les mathématiciens de philosophie, qui se réclament en ce sens de philosophie. La deuxième manière de faire, c'est ce que j'appelle la grande philosophie. C'est le fait que ces réflexions ont rapport avec, d'un bien grand mot, les grands problèmes de la métaphysique, c'est-à-dire les problèmes de l'existence, les problèmes de la finitude. La question de la finitude en mathématiques est un concept à la fois mathématique et philosophique. La question de l'existence, qu'est-ce que ça veut dire qu'exister en mathématiques? Voilà toutes ces questions qui sont brassées par la philosophie des mathématiques. Alors je vais vous parler un peu de ces questions-là, et je vais m'appuyer sur des réflexions de philosophes, authentiquement philosophes, et je vais surtout faire comparaître ici Husserl. Alors j'espère que vous savez, bon, je vais l'écrire quand même pour ceux qui ne savent pas. Husserl était un mathématicien au départ, il a été élève de Weierstrass à la fin du 19e, et il s'est converti à la philosophie, il s'est mis à réfléchir sur les mathématiques et sur la nature des objets mathématiques. Il a essentiellement écrit des ouvrages qui s'appellent les recherches logiques, les méditations cartésiennes. Il a écrit un ouvrage très intéressant qui s'appelle L'origine de la géométrie. Cet ouvrage qui s'appelle L'origine de la géométrie a été longuement commenté par un philosophe qui s'appelle Jacques Derrida et qui a longuement explicité ce que ça veut dire que l'origine de la géométrie. Dire que notre civilisation a un rapport aux mathématiques et en particulier un rapport à la géométrie, sachant que du point de vue de l'histoire des mathématiques, ce qui s'est d'abord réfléchi
et comme synonyme des mathématiques, longtemps a été le terme géométrie. Mais le terme géométrie a désigné pendant très longtemps toutes les mathématiques. Simplement, cet aspect géométrique était très important à cause de plein de raisons, mais l'une d'entre elles étant le rapport établi à l'espace. Alors, donc ça c'est un premier point. La deuxième chose que je vais essayer le problème que je vais essayer de vous poser devant vous, c'est les mathématiques ont un certain rapport au monde, je dirais un rapport à notre histoire politique et sociale. Elles ont évidemment un rapport à la philosophie de droit, et toutes sortes de questions ont germé à partir de là. Est-ce que les mathématiques appartiennent à un monde intelligible ? C'est ce qu'on appelle théoriquement le monde platonicien, qui est le monde des idées. Mais sachant qu'il y a de cette thèse platonicienne un très grand nombre d'interprétations possibles, et d'autre part, comme je dis là, les mathématiques sont-elles l'écriture d'un grand géomètre non trompeur, comme était le cas du géomètre cartésien, du dieu cartésien sur sa création? Le monde lui-même est-il né d'un calcul de Dieu? Et autre question, parmi les multiples questions qu'on peut poser, par quelle alchimie psychologique les données des sens se métamorphosent-ils, ou elles, en forme géométrique? Comment on est passé de ces données des sens? Il n'est pas sûr qu'on soit passé de là, c'est ce passage qui est en question, mais il est posé de cette manière. Alors, donc, il faut remarquer deux choses, donc, que je ne vais pas traiter forcément en détail. Ces questions, comme bien d'autres encore, ont reçu de nombreuses formulations différentes tout au cours de l'histoire. En particulier, bon, j'en dirai quelques mots, la question de savoir est-ce que les mathématiques sont éternelles? Est-ce qu'une fois qu'elles sont entrées dans ce monde, est-ce qu'elles se terminent? Elles ont franchi cette étape de droit, d'appartenance à cette éternité? Ou au contraire, peuvent-elles dégénérer, tomber dans les poubelles de l'histoire? Donc ça, c'est une question. Alors, je vais tout de suite anticiper les choses, et je ne sais pas, comme je n'aurai pas le temps de dire tout ce que je voudrais dire, donc je vais poser la question des mathématiques de façon générale dans notre civilisation humaine, parmi la réflexion et la pensée humaine. Une chose, alors je dirais que les mathématiques manifestent trois formes d'omni X. Je dirais donc les mathématiques sont omnisubjectives, c'est-à-dire que tout sujet humain, dès lors qu'il est en possession des données qu'on lui fournit concernant une démonstration, concernant un théorème, est capable en droit de reproduire cette démonstration et de comprendre ce théorème, par exemple. Et ce qui fait que tout sujet humain est en quelque sorte porteur de la possibilité de démonstration mathématique. En ce sens, je dirais que d'une certaine manière, les mathématiques sont sans doute l'activité humaine la plus démocratique. Et quand elles sont nées pour une partie importante en Grèce, mais aussi bien avant dans le monde égyptien, et la naissance des mathématiques en Grèce, on parle souvent du miracle grec, du traité d'Euclide, j'en reparlerai, mais ça s'est traduit aussi par une transformation du rapport pédagogique des mathématiques. On est passé d'une sorte de rapport entre le maître et le disciple qu'on pouvait, tel que c'était le cas en Égypte, à une sorte de rapport démocratique entre le maître et le disciple.
les mathématiques de discours mathématiques ayant pour but de hisser le disciple au niveau du maître. Et c'est pourquoi c'est une question hautement politique et démocratique. Et troisième question, troisième caractéristique, donc j'ai dit omniculturelle, omnisubjective, et je dirais omniculturelle. Et je prétends que toute culture sur la Terre est à même d'intégrer les formes de discours mathématiques, quitte à les transformer, et à en comprendre le sens. Alors évidemment, c'est quelque chose qu'on peut discuter, hein, je suis tout à fait d'accord, mais c'est ainsi, et c'est des points qui sont discutés beaucoup par les philosophes. Donc omniculturel, omnitemporel, et oui, je dirais omnitemporel. Donc les mathématiques, une fois qu'un théorème a été démontré, il l'a été pour toute éternité. Il reste vrai de tout temps. Alors c'est compliqué cette affaire, et alors comme je ne sais pas, je vais me répéter, mais je vais développer l'idée que les mathématiques sont dans le temps de ce point de vue, dans une chronologie du temps, mais qu'à un certain moment, elles sortent du temps pour appartenir à ce mode de temporalité éternelle qui fait le corpus général de tout le savoir mathématique. Et de ce point de vue, j'emploierai le terme suivant, je dirais que les mathématiques sont en quelque sorte, si on regarde la flèche du temps, il y a ce qu'on pourrait appeler l'éternité à gauche et l'éternité à droite. Je dirais que les mathématiques sont éternelles à droite, dès lors qu'elles ont été démontrées. Et de ce point de vue, donc, je développe une position philosophique intuitionniste, selon laquelle un énoncé est vrai lorsqu'on a pu en donner une preuve. Et je vous donnerai un certain nombre d'exemples. Il y a une axiomatique possible, je ne sais pas si j'aurai le temps, donc je pense que le logicien qui a formulé le plus clairement possible cette position, c'est Kreisel, hein, qui a développé 4 ou 5 critères selon lesquels on peut définir une position intuitionniste en mathématiques. Alors il y a beaucoup d'objections à cela. Bon, je vais anticiper encore parce qu'il y a le problème du théorème de Gödel, dont je vais peut-être vous dire quelques mots. Il y a 2 théorèmes de Gödel, il y en a même plus que 2, mais le théorème de Gödel vous dit qu'on ne peut pas démontrer qu'une théorie qui comporte l'arithmétique élémentaire en son sein est non contradictoire. Donc, du coup, il y a bien, et donc ça veut dire qu'il y a des énoncés qui sont vrais, mais qu'on ne peut pas démontrer. Et ça, on peut dire que c'est une des affirmations clés pour comprendre le théorème de Gödel, et c'est la position du plus grand logicien actuel, qui est Jean-Yves Girard, hein, qui est il est un peu excessif, hein, dans ses propos, mais c'est le plus grand logicien actuel. Hein. Alors il dit qu'il y a 3 G, hein, Gödel, Gensen et Girard. Bon. Alors, il est bon. Mais c'est sa position. Alors, je vous parlerai de ça aussi. Voilà. Et sur cette question, donc, du rapport à l'histoire, dont je vais vous donner maintenant quelques formulations. Alors, dernier point, ce qui caractérise, c'est pour ça que les mathématiques sont à la fois un discours extrêmement clair et simple et extrêmement difficile. Autant clair qu'il est difficile. Toute grande théorie mathématique a un rapport complet à l'ensemble du corpus mathématique. Et d'une manière ou d'une autre, vous allez saisir à travers les grands théorèmes, il y en a plein, donc Grothendieck est le représentant parfait de ce genre de choses, c'est que dès qu'il énonce un ensemble de théories, c'est tout le corpus qui est mobilisé. Hein. Et
La position de Grothendieck est parfaitement remarquable parce que, c'est une des caractéristiques des mathématiques, sa position, ça consiste à essayer d'adopter le point de vue le plus général. Sur n'importe quelle question, il va chercher quel est le concept le plus général qui va permettre de définir sa théorie. Et donc, d'une certaine manière, Grothendieck, il ne sèche jamais. Parce que quand il rencontre une difficulté mathématique, il ne va pas chercher à la résoudre. Il va chercher à trouver la théorie la plus générale possible dont il pourra déduire la théorie dont il était parti. C'est le cas de presque toutes les EGA, la fin des SGA et SGA, c'est ça. Donc, et c'est pourquoi je vais essayer, comme je le dis maintenant, de vous donner un aperçu d'une théorie qui est aussi une des théories les plus générales et les plus puissantes que Grothendieck ait forgées, mais dont je vous donnerai quelques éléments, qui est la théorie des topos. Et en vous donnant quelques définitions de ce qu'est un topos, et je préciserai demain, ça suppose que je suive un peu l'histoire des mathématiques, en partant de la théorie des ensembles, et on passe de la théorie des ensembles à la théorie des catégories, et on passe de la théorie des catégories à une théorie particulière qui est la théorie des topos. À l'intérieur, il y a toute une chronologie. Hein. Et à chaque fois, vous avez la théorie la plus générale possible, dont le topos est un des éléments. Alors j'anticipe un tout petit peu là encore. Qu'est-ce que c'est qu'un topos comme ça? Un topos, c'est une sorte de place générale, abstraite, dans laquelle vous pouvez forger n'importe quelle théorie. C'est ça, un topos. Et donc, il y a plusieurs sortes de topos, mais le mot topos vient de topologie, parce que c'est une réélaboration puissante de la notion d'espace et de topologie, mais c'est une théorie dans laquelle on peut se mouvoir avec élégance et pertinence, et qui est loin d'être achevée, qui est en plein en développement, et en particulier, elle est développée par une jeune mathématicienne qui est beaucoup vantée depuis quelques années, qui est donc Olivia Caramello, qui est qui a soutenu sa thèse il y a 4 ans sur la théorie des topos. Et sur la théorie des topos, alors il y a 2 sortes de topos, il y a les topos élémentaires et les topos de Grothendieck, et elle a mis l'accent sur les topos de Grothendieck. Alors là encore, ce qui fait la puissance de ce genre de théorie, c'est qu'évidemment, elles intègrent à leur développement un nombre incalculable d'autres théories qui se fondent en une unité qui avance comme une machine pour comprendre. C'est une machine à comprendre qui avance. La théorie des topos, alors, bon, comme je disais tout à l'heure, il y a une manière d'aborder ce problème des topos, parce que Alain Kohn a écrit un livre en collaboration avec un psychanalyste, qui s'appelle « À l'ombre de Grothendieck et Lacan ». Et ce livre qui a été beaucoup critiqué par les collègues, en disant que, ouais, qu'est-ce qui lui prend? À la fois les psychanalystes l'ont critiqué, et puis les spécialistes des topos ont dit « ouais, il ne connaît que dalle aux topos, qu'est-ce que c'est que ça ?» etc. Donc, en fait, on trouve dans ce livre une vision à la fois extrêmement simple et extrêmement profonde de ce qu'est un topos et de pourquoi c'est important. Toutes les mathématiques passent à l'intérieur de la théorie des topos. Donc c'est de ça que je voudrais vous parler. Alors, quel rapport avec le temps? Le rapport avec le temps, c'est qu'il y a une conception du temps dans les topos. D'une certaine manière, les topos, ça consiste à introduire le temps dans les ensembles.
ce qui est quelque chose d'assez abstrait. Hein. Et il y a beaucoup d'autres choses. Il y a plusieurs sortes de temps dans les topos, et il y a plusieurs sortes... Alors, le topos, c'est un langage aussi, hein, un langage pour les mathématiques, et à l'intérieur de ce langage, vous faites fonctionner des logiques. Hein. Le topos, c'est une sorte de condition d'existence de différentes sortes de logiques. Et la logique qui fonctionne dans les topos, c'est ce qu'on appelle la logique intuitionniste, qui est une logique qui se passe du tiers exclu. Hein. Mais il n'y a pas que ça dans un topos. Et il y a plein de choses importantes sur le langage, sur la nature du langage, sur le développement de la théorie, etc., etc. Donc voilà, alors j'ai largement anticipé sur ce que je voulais vous dire, donc on pourrait aller se coucher maintenant, mais non, mais je vais quand même développer ce que j'ai en tête. Alors, donc, si je reprends les choses au départ, il y a dans le développement des mathématiques, c'est d'ailleurs assez extraordinaire, à la base des questionnements mathématiques, il y a des contradictions. Les mathématiques rencontrent des contradictions extrêmement difficiles à résoudre. Hein. Bon, il y a les plus connues, c'est celle qui a affecté la théorie des ensembles, avec les contradictions que, vous savez, Russell a trouvé une antinomie dans l'axiomatique qu'avait proposé Frege, qui avait proposé une axiomatique de la théorie des ensembles. Et quand Russell a reçu la lettre, plutôt Frege a reçu la lettre, il était extrêmement affecté, on dit qu'il a même fait une dépression, hein, et il n'y avait pas moyen Et ça affectait la théorie des ensembles au sens le plus élémentaire, c'est-à-dire que, par exemple, les antinomies, vous connaissez le paradoxe du barbier, hein, le barbier rase tous ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. Hein. Alors, est-ce qu'il se rase lui-même? S'il se rase lui-même, il ne se rase pas lui-même, puisqu'il rase tous ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. Et puis, s'il ne se rase pas lui-même, alors il se rase, puisqu'il rase justement ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. Donc, on se retrouve dans cette contradiction. Ça a même fait la une de Libération il y a 5 ou 6 ans. Bon, ça, c'est la version un peu vulgarisée du paradoxe, mais il était plus profond. Et bon, on n'arrivait pas à s'en sortir, il a fallu toutes sortes d'autres développements. Russell a proposé un développement. Mais c'est un fait, c'est que les mathématiques rencontrent tout au cours de leur développement des contradictions, et d'une certaine manière, c'est ce qui les fait vivre. Hein. Il y en a plein en ce moment, et on pourrait remarquer que le développement moderne, enfin actuel des mathématiques, se traduit par la présence particulièrement prégnante d'antinomies ou de conjectures. Il y a un nombre de conjectures qu'on ne sait pas résoudre, hein, et pourtant, il y a des gens qui s'y attaquent tous les jours avec acharnement. Donc, et en particulier, une chose qui est importante concernant les mathématiques, donc il y a des questions de base, par exemple, celle les critères d'existence des objets. Qu'est-ce que ça veut dire pour un objet mathématique qu'exister? Et quelle est la modalité de son existence, hein? Alors, pour le mathématicien au travail, l'existence, ça veut dire par exemple trouver l'existence d'une solution d'une équation différentielle. Bon, unicité et existence. Mais le problème de l'existence se pose de façon prégnante, presque toujours, beaucoup. Souvent, dans les interpellations entre les collègues, ça existe, ça, tu peux me montrer que ça existe. Donc, c'est quelque chose. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce que c'est que ces questions d'existence? Ben, on va en parler. Hein. Alors, toutes ces questions, il y en a d'autres, hein, ont vu qu'il y a une sorte de révolution continuée. Les nouvelles théories mathématiques de grande complexité dans les derniers siècles se sont développées, hein, et ont été contraintes au fur et à mesure de leur développement. Alors ça, c'est une autre caractéristique des mathématiques. Elles sont contraintes de reprendre souvent à la base leurs propres définitions pour pouvoir continuer sous peine de mort. Hein. Donc, c'est des questions tout à fait radicales qui se posent alors. Et
Et souvent, elles sont à même de faire revivre des questions du passé qu'on croyait révolues et qui d'un seul coup nous éclatent au visage. Et je pourrais donner beaucoup d'exemples. Par exemple, il y a Gromov a été amené à reprendre des théorèmes de géométrie grecque sur l'engendrement des sphères pour résoudre un problème qui restait ouvert dans son propre travail. Donc, elles sont contraintes, ces mathématiques, à faire revivre toutes sortes de questions. Alors, tout ce préalable est destiné, donc je vais essayer maintenant de me réorienter vers la question du temps, parce que j'ai dit des choses assez générales, mais aussi la question du temps, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qui se passe pendant, et une vision très, très élémentaire, je dirais, mais compliquée, de ce que c'est le temps, que le temps. Alors, donc, d'autre part, une autre question que j'évoquerai seulement, c'est que de toute façon, les mathématiciens eux-mêmes, même s'ils le refusent, si c'est de la dénégation, sont amenés à se poser des questions d'existence. Et ils se sentent comptables d'une ontologie. C'est pourquoi, au fur et à mesure que les mathématiques se sont développées, diverses positions des mathématiciens eux-mêmes se sont fait jour sur la nature des objets mathématiques et de leur existence. Alors, je vais juste vous rappeler les choses. Donc, il y a les platoniciens, et si vous lisez, là j'en ai parlé au début, vous lisez un très grand nombre de mathématiciens, bon, la plupart se disent platoniciens. Alors, Alain Kohn dit qu'il est platonicien. Alors, Alain Kohn, c'est le pire de tous parce qu'il dit que la physique elle-même n'est qu'une toute petite partie des mathématiques, et ce sont seules les mathématiques qui ont ce mode d'existence. Alors, la plupart sont platoniciens. Alors, pourquoi ? Parce que on fait en mathématiques cette expérience qu'on a affaire à des objets qui, bien qu'on n'arrive pas à les saisir, existent et nous résistent. Les objets mathématiques nous résistent. On est forcé, on se confronte à eux, et cette confrontation incessante et nécessaire nous amène à poser l'existence, ou l'existence de ces objets. Et dans ce cas, on a affaire à diverses positions philosophiques, en particulier, qui sont les réalistes. On est réaliste au sens où on dit les objets mathématiques ont une réalité. Et cette réalité, elle est manifestée à travers l'éternité d'une existence. La plupart vous pouvez lire énormément de discours de Platon, enfin des dialogues de Platon dans lesquels il n'arrête pas de dire ça. Les nombres, ils existent, et ils existent hors du temps. On ne peut pas les éroder, ils sont parfaits, et c'est leur forme d'existence. Donc, alors, comme j'ai dit tout à l'heure, dans ce cas, c'est une sorte de vision de la réalité mathématique comme éternelle ou éternité. Alors, c'est très, d'une certaine manière, c'est très réjouissant pour certains, de dire oui, au moins il y a quelque chose, et ça confine à des formes théologiques de réflexion, mais qui sont non négligeables dans la réflexion mathématique. Alors, il y a d'autres positions, je vais en parler aussi, il y a les intuitionnistes. Alors, les intuitionnistes, eux, ils font, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils font dépendre l'existence d'un objet mathématique de la construction qu'on a pu en faire, et de la construction dans une intuition donnée ou construite, qui n'est pas forcément facile, et un certain nombre de mathématiciens se disent intuitionnistes. Donc, alors il y en a beaucoup, et dérivant des intuitionnistes, il y a les constructivistes, ceux qui disent que les objets mathématiques sont ceux qui sont construites à l'intérieur
du corpus mathématique. Alors, la réalité dont il s'agit dans ce cas, c'est quoi quand même? C'est avant tout une réalité d'entité intelligible et dont les termes sont pris en des acceptions intramathématiques, internes aux mathématiques. Et alors là, c'est un autre aspect des choses que je ne vais pas développer dans l'ensemble, c'est que si jamais, ce qui n'est pas sûr, si jamais il y a une histoire des mathématiques, bien, on doit dire de ce point de vue-là que cette histoire est intrinsèque. C'est une histoire qui est commandée depuis l'intérieur des mathématiques et que la production des objets mathématiques, elle est endogène. Elle vient des théories elles-mêmes au cours de leur développement. Alors ça, c'est encore... alors c'est quoi le temps dans ce cas-là? C'est un temps interne aux mathématiques, dont on pourrait donner une description plus intéressante que celle que je donne, en disant, par exemple, on peut considérer qu'il y a un rythme du développement mathématique, qu'à un certain moment, des problèmes se sont accumulés au sein d'une problématique et qu'à partir de là, les choses vont se développer, les choses vont s'accélérer. Donc il y a des vitesses de développement des engendrements mathématiques qui sont variables, et qui varient les uns par rapport aux autres, les autres étant parfois même des stimulants extérieurs aux mathématiques. Donc voilà, alors on va continuer un peu. Alors ce qui veut dire aussi, et c'est qu'il y a au sein depuis un siècle, ou peut-être un peu plus, au fur et à mesure du développement des mathématiques, un certain nombre de mathématiciens qui se sont faits, plus que ce que je l'ai dit au début, qui se sont faits philosophes et qui ont développé une sorte de philosophie propre qu'on va appeler la philosophie des mathématiques. Et cette philosophie-là n'est pas nécessairement la philosophie qui viendrait de l'extérieur des mathématiques. Dans l'histoire de la philosophie, comme vous savez, il y a Descartes, Kant, Platon, Aristote, etc. Mais il y a aussi des développements philosophiques internes aux mathématiques qui sont une sorte d'intégration aux mathématiques de ces positions-là. Hein? Voilà. Alors, donc, pour en venir donc à la question du temps, maintenant, donc je vais dire... je m'exprime un peu abstraitement là, il faut traverser 3 couches de savoir. Alors, le fait que les mathématiques ou méthodes et concepts sont réélaborés, et le fait qu'il y ait à ce moment-là, dans cette question du temps, l'unité des mathématiques qui est affectée de transformation, de tremblement à un certain moment de cette temporalité, et avec des transformations très importantes. Alors, 2, l'importance de l'intervention de la logique en tant que discipline. Et ça rythme aussi l'histoire des mathématiques. Et cette logique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est affectée de complexité, de contradictions, les contradictions de la théorie des ensembles, etc. Et d'autre part, et en dernier lieu, la réflexion philosophique elle-même, où la nature des rapports entre philo et maths a été entièrement transformée. Donc 3 couches différentes qui vont nous permettre d'aller à la question du temps. Alors, reste encore un autre aspect des choses, et la question des langues formelles dans lesquelles les mathématiques se sont écrites, et qui a ouvert une nouvelle forme de réflexion. Et de ce fait, les mathématiques ne peuvent pas échapper à toutes les questions, les interrogations d'ordre linguistique. Et vous avez des analyses diversifiées qui se sont appelées la linguistique des mathématiques. Et même des linguistes, James Leff et d'autres encore, ont essayé de construire une linguistique propre au langage mathématique. Alors, ça a fait, là encore, une transformation dans le développement temporel des mathématiques. Alors, donc, le recours
au troisième point, le fait qu'on a été obligé de recourir à des formes philosophiques, nous a fait recourir donc à un premier temps à un concept de temps. Voilà, alors le concept de temps dont je vais vous parler, je vais vous en parler plus tard. Il y a un certain concept de temps dont je vais essayer de vous rapporter certains des aspects. Alors, je passe un peu à un développement un peu différent maintenant, et pour vous dire que dans l'histoire de la philosophie contemporaine et de ses relations avec les mathématiques, on distingue traditionnellement deux grandes attitudes. Alors ces deux grandes attitudes ont chacun été représenté par des leaders ou des gens plus importants qui ont entraîné les autres. Donc il y a d'une part ce qu'on appelle la philosophie du concept, donc on la nomme ainsi, et cette philosophie du concept, elle est représentée par des gens dont on s'est réclamé, comme Jean Cavaillès et tous les gens qui étaient autour de lui. Donc ça c'est une philosophie possible. Alors qu'est-ce que ça veut dire philosophie du concept? Ça veut dire une philosophie qui met l'accent sur la production des concepts mathématiques en eux-mêmes, la rencontre avec des difficultés proprement mathématiques, la résolution sans faire appel à des instances extérieures, comme serait par exemple, je ne sais pas, une idée, une conscience, etc. Et l'autre philosophie, c'est la philosophie de la conscience. Alors dans ce texte, dans un texte mythique de Jean Cavaillès, que je ne vais pas vous commenter ici, qui s'appelle « Sur la logique et la théorie de la science », donc Jean Cavaillès était un philosophe mathématicien qui était élève de l'ENS, qui a eu un certain nombre de disciples, héros de la résistance, qui a été fusillé par les Allemands, donc, et il a laissé dans sa prison, quelques jours avant que les Allemands viennent pour le fusiller, un texte qu'il a écrit sans notes, qu'on a appelé « Sur la logique et la théorie de la science », dans lequel il développe ses positions, et où là, il développe un certain nombre de positions possibles sur la nature du développement des mathématiques. Alors, donc ça c'est sa première, le premier pan, philosophie du concept. Alors il faudrait que je vous nomme pas mal de gens dans la tradition française de la philosophie et des réflexions philosophiques sur les mathématiques. Alors l'autre pan, l'autre attitude, c'est ce qu'on appelle la philosophie de la conscience. La philosophie de la conscience, c'est-à-dire une philosophie qui dit que le développement mathématique est lié au développement et aux facultés de certaines capacités de conscience, prise de conscience, réflexivité, etc., mais qui explique la production de l'objet mathématique. Alors cette philosophie-là, c'est celle de la philosophie de Husserl, qui a aussi la phénoménologie dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a beaucoup influencé la tradition philosophique. Alors, je continue. Donc, chacune de ces philosophies est insuffisante, c'est normal. Vous savez que la philosophie est amenée à poser des problèmes traditionnellement insolubles, c'est ce qui fait son intérêt. Chacune de ces philosophies a rencontré des obstacles qu'elle n'a pas réussi forcément à franchir. L'obstacle principal chez Cavaillès a été quand même le fait qu'il a une vie très courte, qu'il n'a pas eu le temps de développer ses positions. Mais là encore, pour lui, si on reprend sa position par rapport au temps, il dit que c'est au fur et à mesure de ces constructions, quels que soient les théorèmes, il donne beaucoup d'exemples dans son texte, il y a un moment où la construction, lorsqu'elle est achevée, elle échappe au temps. Donc, elle échappe au temps empirique, et à ce moment-là, elle prend son essor et elle devient vraie pour tout temps. Et il donne des exemples, la théorie de l'intégration, qui donne comme exemple, que ce soit celle de Lebesgue
ou celle de Riemann, il y a un moment où la théorie est suffisamment achevée pour qu'elle fasse partie du patrimoine vrai pour tout temps de l'ensemble des théories mathématiques. Alors il y en a plein d'autres comme ça, hein, et donc c'est ce point de vue-là qui est développé par Cavaillès et ce point de vue de sa position par rapport au temps. Hein. Alors, je voudrais dire de ce point de vue, donc lorsqu'il décrit la production mathématique, donc il utilise deux mécanismes qu'il décrit, qui sont ce qu'on peut appeler les paliers de l'abstraction, hein, comment on monte à l'abstraction. Alors, premier palier, il y a ce qu'il appelle l'idéalisation dans le développement d'une théorie mathématique. C'est-à-dire qu'à un certain moment, exemple, prenez le cas de la géométrie euclidienne, vous développez la géométrie euclidienne et la géométrie projective, en simplifiant les choses, a consisté à rajouter un point à l'infini, en forme de compactification, qui permet d'expliquer que des droites peuvent se rencontrer à l'infini. Cet objet fictif n'existe pas en tant que tel, au sens classique, mais il devient de même nature que les objets précédents, hein, et on appelle ça un processus d'idéalisation que vous trouvez dans un très grand nombre de théories mathématiques que Cavaillès décrit. Donc, processus d'idéalisation ou encore de paradigmatisation qu'il décrit dans bon nombre de théories. Et je pourrais vous montrer que dans un très grand nombre de concepts qu'on trouve dans SGA, enfin dans la géométrie algébrique de Grothendieck, relèvent de ce processus d'idéalisation. Alors, l'autre processus qu'il décrit est ce qu'il appelle le processus de thématisation. Thématisation, qu'est-ce que ça veut dire dans le mécanisme de la production mathématique? Thématisation, ça veut dire que vous avez affaire à une structure mathématique. On peut prendre l'exemple de groupe, mais c'est tellement vaste, c'est immense la théorie des groupes. Mais vous pouvez dire qu'à un certain moment, une structure qui relie entre elles des supports donnés se passe des supports pour ne travailler que sur l'acte lui-même. Hein, ce qui devient, donc on n'a plus besoin du support, et lorsqu'on travaille sur l'acte lui-même, eh bien, à ce moment-là, on a thématisé. Si je prends un ensemble de fonctions données, je prends des fonctions continues, etc., ben je peux thématiser cet objet des fonctions continues, je veux dire que c'est un anneau, etc., donc je travaille sur ces objets en tant que tels, je n'ai plus besoin de cette référence. Et à ce moment-là, l'objet, la théorie thématisée peut à son tour devenir l'objet d'une réflexion pour une théorie qui va se développer. Donc ce sont ces mécanismes-là qu'il s'agit de mettre en évidence lorsque on veut faire, je dirais, la philosophie du concept. Alors, en face de cette position-là, alors vous voyez, à chaque fois, lorsqu'on entre dans le règne de la philosophie, le règne qui nous fait sortir hors du temps, je sors du temps, mais ça veut dire que je sors du temps sans vraiment sortir du temps, puisque j'arrive à une théorie qui est vraie pour tout temps. Et si je veux préciser les choses, je veux dire, le théorème de Pythagore, on va me dire oui, mais il était vrai à un certain moment. Non, le théorème de Pythagore est vrai dans un certain cadre, hein, et il reste vrai dans le cadre dans lequel il a été établi, de la même façon que le théorème d'Euclide, etc., etc. Alors, le point de vue en face est celui de la phénoménologie qui refuse, c'est pour ça que Husserl a eu beaucoup de partisans, refuse le rabattement sociologique ou psychologique de la compréhension du développement mathématique. Alors c'est sûr que les mathématiques dépendent d'une société, qu'il y a des questions psychologiques, il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui meurent, etc. Donc ça c'est vrai, c'est l'empiricité qui est notre lot quotidien. Mais la compréhension mathématique, du développement mathématique, n'est pas dépendante de ces phénomènes psychologiques ou de ces phénomènes sociologiques.
Ce qui est l'important, c'est je dirais, la structure idéale qui produit la puissance de son développement. Son développement est produit de façon interne. Hein. Alors, d'autre part, ce qui est aussi important, c'est que lorsque les mathématiques sont apparues dans notre histoire occidentale, notre histoire grecque, hein, et il s'est produit à ce moment-là, et c'est une question qui est restée ouverte pour le temps de l'histoire des mathématiques, il s'est produit à ce moment-là ce qu'on appelle le miracle grec, hein, qu'il y a une sorte d'acquis définitif qui est l'acquis de la géométrie grecque et de la puissance de la géométrie d'Euclide, qui est resté un acquis. Et après, bien entendu, une fois que cette géométrie était là, présente, elle s'est développée sous toutes sortes de formes, ces différentes formes, la géométrie non euclidienne, etc. Mais ce qui est important, c'est que ce phénomène culturel que sont les mathématiques s'est traduit par l'apparition d'un acquis définitif à un certain moment. Et qu'à partir de cet acquis définitif, les choses se sont développées. Alors, une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que cet acquis définitif est menacé? Est-ce qu'on peut imaginer la fragilité de notre culture et la fragilité des mathématiques qui s'y développent? Eh bien, cette fragilité, elle n'est pas aussi fragile que ça. Hein. Les mathématiques traversent l'histoire, traversent la barbarie, même si elles sont freinées, et il y a une sorte de puissance interne qui se conserve indépendamment de tous ces aléas. Nous avons traversé la barbarie et les grandes invasions. Il n'empêche que les prêtres, les théologiens se sont enfermés dans des monastères et ont conservé des trésors de connaissances mathématiques qui se sont réévalués encore. Et ça, c'est le propre de ce travail sur la science mathématique et des sciences mathématiques. D'autre part, une des questions qu'on peut se poser, c'est la suivante. Est-ce qu'il y a des mathématiques mortes? Et est-ce qu'il y a des mathématiques qui... je rencontre des collègues qui me disent « Ouais, mais maintenant on ne fait plus ça, c'est plus comme ça qu'on fait, etc. » Donc, est-ce que, de ce point de vue, donc, les mathématiques ont une naissance, une vie et une mort? En général, c'est très difficile de se prononcer sur cette question. Parce que vous avez ce phénomène qui est propre aux mathématiques, qu'on a beaucoup appelé, ce phénomène de ressurgissement. Et ce phénomène de ressurgissement est caractéristique de la temporalité historique des mathématiques. À un moment donné, une théorie mathématique ressurgit depuis le fond des abîmes horribles où elle était enfouie pour produire à nouveau ses propres développements. Et c'est pour ça que périodiquement vous avez de nouvelles théories mathématiques, mais qui germent sur d'anciennes théories mathématiques, renouvelées, transformées, remises au goût du jour. Alors, je pense que je prétends que, du point de vue du temps, ce point-là, ce phénomène-là, est caractéristique de la science mathématique, ou des sciences mathématiques, plus encore peut-être que d'autres sciences, et du caractère certainement occidental, mais dans un sens très large, en fait, ça reste aussi vrai. Alors, vous avez un auteur comme Bachelard, par exemple, il se pose la même question à un certain moment. Il dit oui, mais les gens répondent, ils disent, oui, mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il dit dans les profondeurs de la culture, ça continue d'exister, les mathématiques continuent d'exister, et un jour, elles vont revenir à la surface, hein, parce qu'elles ne sont jamais définitivement achevées. Et je pourrais vous donner un très grand nombre d'exemples de ressurgissement, de théories mathématiques. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que
là encore, du point de vue de la temporalité et de l'histoire des mathématiques, il y a un certain nombre d'œuvres mathématiques qui ont servi de points de référence et de points sur lesquels on est indéfiniment revenu, qu'on a réhabilité, qu'on a repris, etc. Et ce sont parmi lesquels, comme vous le savez, le traité d'Euclide, les éléments d'Euclide qui sont le traité des éléments d'Euclide, et c'est le cas pour un certain nombre d'autres œuvres, a servi de point de référence tout au cours de l'histoire pour maintenir cet idéal de perfection nécessaire, de développement nécessaire, et même pour des périodes bien postérieures. Hein. Et donc, il y a une sorte de privilège épistémologique et philosophique d'un certain nombre d'œuvres mathématiques. Et alors, bon, je vous dis que c'est le cas d'Euclide, mais de façon moderne, sans me tromper beaucoup, certainement que les EGA et certainement plus encore SGA, enfin les deux, qui sont les œuvres majeures du plus grand philosophe, du plus grand mathématicien, qui est Grothendieck, serviront indéfiniment pour des siècles et des siècles de référence pour le développement des mathématiques et qui marquent de façon originale ces points de départ. Autrement dit, ça veut dire que si on regarde la temporalité de l'histoire des mathématiques, elle est très spéciale, parce que vous avez des rythmes de temporalité, des événements qui se produisent ou qui se reproduisent et qui sont scandés, et à chaque fois qu'une œuvre apparaît comme étant l'œuvre de référence, vous pouvez être certain qu'à un certain moment, ça va continuer sous d'autres formes. Et le traité d'Euclide, les éléments d'Euclide, continuent d'agir sous des formes différentes encore aujourd'hui. Je pourrais vous donner plein d'exemples. Alors l'intérêt, là encore, c'est que au fur et à mesure qu'une œuvre particulière est travaillée, qu'elle devient l'œuvre d'un auteur, qui devient une sorte de totem, ou si vous voulez, elle est évidemment, et c'est ce qui fait sa caractéristique, on en trouve toutes sortes d'autres virtualités et d'autres possibilités d'interprétation. Lorsque on veut intégrer certains aspects des éléments d'Euclide, lorsqu'on réfléchit sur les éléments d'Euclide, on s'aperçoit qu'il y a d'autres manières de les voir. On peut voir certaines démonstrations autrement. Bon, je peux vous donner un exemple parmi, dans l'histoire de la géométrie différentielle. C'est un exemple qu'on a travaillé il n'y a pas très longtemps. Donc vous prenez le fameux théorème d'Euclide, hein, dont on connaît au moins une vingtaine de démonstrations, à savoir que la somme des angles d'un triangle, ça fait 180 degrés, dans le cas d'un triangle euclidien. Il y a plein de démonstrations de ça. Hein. Alors, il existe un théorème encore plus puissant, d'une certaine manière, en géométrie différentielle, qui s'appelle le théorème de Gauss-Bonnet. Le théorème de Gauss-Bonnet introduit dans la géométrie différentielle des mathématiques un nouveau concept qui existait bien sûr auparavant, mais qui est thématisé, conçu, réfléchi comme tel, qui est le concept de courbure. Concept de courbure, là encore, vous voyez, l'apparition d'un certain type de concept, à un certain moment, produit toute une discipline. Parce qu'après, la courbure, on va chercher, etc., à la définir. Alors, il y a un théorème de Gauss que j'aime beaucoup, parce que je le cite très souvent, qui s'appelle, alors, vous savez, Gauss, c'était le prince des mathématiciens, donc les gens qui voyageaient en Europe au début du XIXe siècle, ils avaient tous la trouille, il fallait absolument passer par les fourches caudines de Gauss. Hein. Même Abel a eu peur d'aller le voir, bon. Mais il était c'était le monstre mathématique. Et Gauss a démontré en 1830 un théorème sur les surfaces. Il s'est intéressé à la nature des surfaces. Alors une surface, c'est la même chose. Autre chose dans l'histoire des mathématiques, comment elles se développent dans le temps, elles font apparaître de nouveaux objets.
Alors vous allez me dire, une surface, ça a toujours existé. En un certain sens, oui, mais le concept de surface, la définition de ce qu'est une surface, non. Il a fallu un moment en donner une définition. Et ce qu'a fait Gauss, pour pouvoir, il a forgé un concept très abstrait, je ne vais pas vous le développer, qui est le concept de variété, qui est une sorte de promotion de la notion même de surface. Et cette promotion de la notion même de surface, il en a donné des propriétés. Et il y a une propriété très intéressante qui est apparue sous la forme d'un théorème qui a fait la une des journaux à l'époque de Gauss, qu'on a appelé le théorema egregium, qu'on traduit par le théorème extraordinaire. Alors le théorème extraordinaire, c'est un théorème qui démontre qu'on peut définir ce qu'on appelle la courbure d'une surface de façon intrinsèque, sans avoir recours à des propriétés venues de l'espace ambiant. C'est très fort et très complexe, comme il faut comprendre tout ce que ça veut dire. Et ce théorema egregium, Gauss a mis 20 ans pour le démontrer. Donc vous voyez, les gens, la temporalité mathématique, il n'était pas content, il l'avait démontré, 15 ans avant, il l'avait démontré par la géométrie, ça ne lui suffisait pas. Il voulait une démonstration calculatoire. Et il a démontré, il a fait un calcul, et ce calcul, on l'appelle calcul extraordinaire, ou calcul remarquable, egregium. Et ce calcul, il vous montre que quand vous, de façon un peu phénoménale, vous regardez une surface dans l'espace R3, vous prenez la normale sortante, et pour définir la courbure de cette surface, vous promenez la normale sortante sur cette surface et vous regardez comment elle varie. Et c'est ça qui va mesurer la courbure, c'est les effets de courbure. Mais ce que Gauss montre, c'est que non, on n'a pas besoin de la normale extérieure pour définir ce qu'on appelle une surface, une courbure de surface. Alors c'est un calcul qui, à l'époque, a frappé les imaginations, parce que c'est un calcul qui dure plusieurs pages, qui est un calcul, pour le moins, extraordinaire. Et ça, c'est ce qu'on appellerait le théorema egregium. Alors, le théorema egregium, après, s'il y a l'histoire des mathématiques, il est intégré à toutes sortes d'autres théorèmes, etc. Eh bien, il y a un théorème général qui tient compte à la fois de la surface, d'autres propriétés, d'un certain nombre de propriétés autres, qui montre que, si on regarde le théorème d'Euclide, celui où il y a les trois angles d'un triangle, ça fait un plat, c'est juste un cas particulier de ce théorème-là. Et donc, vous voyez, quand on éclaire le théorème d'Euclide, qui date d'Euclide, à la lumière de théorèmes hyper puissants du XIXe siècle, on voit d'autres propriétés, on voit ce que c'est, et on intègre la notion de courbure. Par exemple, quand vous regardez un triangle, vous pouvez regarder comme ça et vous dire, mais où est-ce qu'elle est la courbure? Si, il y a une courbure dans les sommets, elle est complètement concentrée dans chacun des sommets. C'est là que vous avez la courbure. Et donc, vous voyez comment le théorème d'Euclide, il a cette propriété d'acquérir une puissance absolument incroyable à la lumière de théories modernes. Bien, alors, tout ça, c'est pour vous parler de ces théorèmes de ressurgissement, de théorèmes différents. Et évidemment, comme vous pouvez vous douter que ces théorèmes-là, comme celui de Gauss, il a appelé à une postérité incroyable, puisque ça deviendra la théorie, il est intégré à la théorie de la relativité générale, on peut définir la courbure, etc., etc. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis... Alors, bon, ça c'est un point très important si on veut parler de la manière dont se manifeste le rythme temporel ou la temporalité ou la rythmologie, si je puis dire, du développement des mathématiques. Alors, ce temps-là dont il est question, ce temps interne aux mathématiques, quel rapport peut-il avoir avec l'illusion temporelle que l'on a lorsqu'on croit
qu'il existe un temps en physique. Alors je ne sais pas répondre à cette question. Simplement, je pense que la manière dont Marc a exposé les choses me convainc qu'on ne peut pas être physicaliste. On ne peut pas être physicaliste et que les théories, le rythme de développement des mathématiques est un rythme interne qui suppose à chaque fois le recours à la réflexion proprement dite et au développement interne des dites mathématiques. Alors, une question importante, c'est... bon, je vous ai dit un certain nombre de points. Alors, je voudrais encore aborder un problème qui est lié à l'origine des mathématiques et l'origine de la géométrie. Alors, on trouve dans la plupart des grands textes de réflexion philosophique sur la géométrie, sur les mathématiques, sur l'algèbre. Donc voilà une question que je laisse en suspens. Pourquoi est-ce que l'algèbre ne s'est pas développée à l'époque des mathématiques grecques? Pourquoi est-ce que c'est... ou très peu, hein? Et il y a des raisons à ça qu'on trouve chez André Weil qui expliquent les choses, mais ce n'est pas satisfaisant. En tout cas, donc, ce qui est important, c'est que vous avez une sorte de prégnance de la géométrie et que les mathématiques ont d'abord été le développement de la géométrie. Alors la question est de savoir maintenant comment ça a commencé. Qui est-ce qui a commencé? Alors, c'est une question futile par excellence, parce qu'on ne peut pas répondre à cette question. Et c'est justement ce qu'explique Husserl et ce qu'explique Kant, etc. Ils disent, eux, que la question du premier géomètre, c'est une question fictive. Il n'y a pas de premier. Il y a eu toutes sortes de développements, de théories. Hein, et donc, Kant parle d'un Thalès introuvable. Husserl, c'est la même chose. Hein. Et donc, ce qui veut dire que, en prenant les choses un peu plus abstraitement, à un certain moment, on a le présent d'une science, et le présent d'une science implique l'ensemble de son passé. Ou au contraire, si on peut dire, une sorte de continuité de passé, S, pris dans une chaîne d'implications récurrentes. Et on peut recommencer comme ça, hein, indéfiniment, à la recherche du premier qui, le premier géomètre qui a eu l'idée que. Hein. Donc, ce qui veut dire que ce qui n'en reste pas moins vrai, c'est que l'élucidation de la science, la réflexion sur la science, enveloppe donc le rapport à la tradition. Il y a un certain rapport à la tradition, on ne peut pas se passer de ce rapport à la tradition, et de ce point de vue, comprendre la mathématique, c'est être conscient de son historicité. Son historicité, effectivement, elle se déroule dans l'histoire, quitte à en sortir, hein, et c'est ce que Husserl essaye de faire dans son livre que Derrida a commenté, Jacques Derrida a commenté de façon très remarquable, qui s'appelle « L'origine de la géométrie ». Et Derrida a essayé d'expliquer c'est quoi l'origine de la géométrie. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs faits importants dans l'histoire de la pensée humaine et dans l'histoire de la raison humaine qui expliquent l'origine de la géométrie. Hein. Alors, on va en dire quelques-uns. Donc, d'abord, pour éviter toute forme, je dirais, de scepticisme ou, je dirais, de relativisme, il y a des arguments. Bon, il y a des arguments et puis il y a de nombreuses critiques issues de travaux tout à fait respectables qui considèrent que pourquoi disent-ils, voudriez-vous privilégier les mathématiques de l'Occident? À quoi ça sert vous ignorez tout le reste et toutes les autres civilisations? Ce que veut faire Husserl, c'est bien sûr qu'il veut tenir compte de toutes ces formes-là, mais le centre de sa pensée, le centre de sa réflexion, c'est de montrer que si toutes ces formes-là
se sont concentrées et ont pris les formes différentes qu'elles ont prises, c'est parce qu'il y a eu, je dirais, une structure a priori qui en a rendu possible l'explicitation et la réflexion. Sinon, on va croire que l'histoire, ce n'est rien d'autre qu'une accumulation de faits venus de l'autre bout, etc. Alors, par exemple, bon, je ne vais pas vous citer. Bon, il y a un ethnologue qui a étudié. Bon, c'est un autre domaine dont je ne parle pas, qui a étudié l'origine de la numération, l'origine des nombres, etc. Et alors vous savez qu'il y a toutes sortes de théories qui disent que les nombres sont nés de la digitalisation, du fait que nous ayons 10 doigts et que les premiers systèmes de numération sont venus de la combinatoire liée au doigt de la main. Hein. Mais, alors ils ont été beaucoup plus loin, puisque certains développements de ces mêmes travaux ont dit qu'en fait, les peuplades qu'il a étudiées avaient déjà une idée du théorème de Cantor. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez les doigts, en un doigt, vous avez la concentration, c'est un sous-ensemble qui représente l'ensemble des autres ensembles. Alors si vous dites que qu'est-ce que c'est qu'un ensemble infini ? C'est un ensemble tel que il y ait un sous-ensemble propre qui est lui-même infini. Dit voilà, on a un exemple dans le cas de cette théorie-là. Or, ce que répondent les gens qui ont réfléchi sur l'origine de ces formes de numération disent qu'il fallait déjà avoir en tête la structure de ce qu'est une numération, de ce qu'est une relation, pour pouvoir développer des théories de ce genre. Et en plus, le théorème de Cantor, sans le développer outre mesure, il implique un rapport aux ensembles infinis. Ici, on n'a affaire qu'à des ensembles finis. Bon, enfin, bref. Alors, en réalité, ce que veut faire Husserl, et ce que j'aimerais bien moi aussi pouvoir faire un jour, c'est mettre en évidence une structure a priori, historique, dans laquelle il est possible de reconnaître, de décider s'il y a ou non des mathématiques en telle ou telle civilisation. Savoir, est-ce que je peux dire que ça, telle ou telle apparition, telle ou telle forme de calcul, ce sont ou non des mathématiques. Et c'est ce qu'a essayé de faire Husserl quand il a écrit l'origine de la géométrie. Et alors, parmi les thèses qu'il a défendues, alors là, je prends des expressions de Husserl qui vont vous paraître un peu, je dirais, spiritualistes, théologiques. Hein. Donc, il dit, il y a, dit-il, un acte thétique originaire, développant d'une forme pure de rationalité, et il dit que c'est un acte spirituel d'un pensée pure, hein, qui a tout son matériel déjà donné, déjà décrit dans l'humanité du monde qui nous entoure. Hein. Et alors, deuxième chose, si on regarde la géométrie, qui est quand même le point clé dans cette affaire, mais il n'y a pas que la géométrie dans la vie, hein, mais en l'occurrence, vous avez plusieurs manières de regarder la géométrie. Vous pouvez regarder la géométrie comme une sorte de ce qu'on pourrait appeler les morphologies physiologiques du corps humain. Et les morphologies physiologiques du corps humain, si on est un peu pas trop regardant, on va dire ouais, c'était déjà de la géométrie. Regardez, il y a des collègues pour qui j'ai la plus grande admiration qui disent qu'il y a déjà le théorème de Gödel dans l'oreille, etc. Mais il faut pouvoir distinguer entre cette idéalité morphologique et ce qu'on pourrait appeler les idéalités proprement, je dirais, géométriques proprement dit. Et les idéalités géométriques sont complètement différentes, même si elles ont des parentés avec ces idéalités morphologiques. Il faut pouvoir passer de la simple morphologie à
l'idéalité proprement mathématique ou géométrique. Et c'est ça qu'on peut essayer de faire. Hein. Alors, Husserl a essayé de faire ça. Derrida le commente longuement, avec beaucoup de talent, hein, et il a un style inimitable. Hein, et ce qu'il dit, c'est qu'il y a des actes d'idéalisation qui opèrent sur des éléments qu'il appelle morphologiques et qui constituent une chose spatiale. Et en dépassant le type d'idéalité, je cite, vers le pôle d'une approximation infinie. Alors ça, c'est important, il y a une approximation infinie, comme par exemple le cas de la ligne pure. La ligne pure, c'est une idéalité géométrique qui est complètement différente d'une idéalité morphologique. Alors, ce que prétend Husserl et Derrida à sa suite, c'est qu'il y a eu des événements qui se sont produits dans l'histoire de la raison européenne, et qui ont accéléré la prise de conscience de ce que peut être un acte mathématique ou un acte géométrique. Hein, et il dit que c'est grâce à ce qu'il appelle la présence historique, a priori, de l'idée de l'infini dans la raison européenne. Dès lors que dans la raison européenne, vous aviez déjà cette idée d'infini. L'idée d'infini est pour lui le support de l'idéalisation possible. Donc, il y a deux concepts qui sont pour lui la marque de la mathématisation et de la mathématisation moderne. Donc, c'est l'apparition de l'infini assumé comme tel, qui apparaît fin 19e, et deux, ce que les gens ont beaucoup développé, l'idée de variable. Le concept de variable. Dès lors que notre esprit concevait ce que c'est que le concept de variable, avec, du point de vue théorie des ensembles, ce qui a été le point aussi de bascule, c'est le fait de concevoir le concept d'ensemble vide. Le concept d'ensemble vide a été une marque tout à fait particulière d'une idéalisation possible à partir de la théorie des ensembles. Alors, il y a un philosophe qui est assez célèbre, mais qui n'est pas forcément apprécié de tout le monde, hein, qui est Alain Badiou. Alors, Alain Badiou, il a fait tout un speech sur l'importance de l'apparition de l'idée d'infini et de l'idée de variable. Et alors lui, il dit que ce qui explique le développement mathématique dans sa pureté, hein, il dit que c'est aussi la chute, ce qu'il appelle la chute de l'un, c'est-à-dire et au profit du développement du multiple. Hein. Et on met au premier plan le multiple par opposition à l'un, et l'un étant encore une marque d'attachement primitif à une vision ancienne des mathématiques. Voilà, par exemple, des positions possibles, qui ne sont pas celles de Husserl, mais qui sont celles de Badiou. Alors Badiou, lui, évidemment, comme vous savez peut-être, il a développé toute une théorie des topos. Il a un truc gigantesque sur les topos, qui est d'ailleurs assez critiqué par l'ensemble des toposiens, mais il a ce mérite d'avoir développé cette théorie. Alors, donc, il dit que c'est dans cette direction, dit Husserl, alors c'est Auger, je cite Origine de la géométrie, hein, et il dit, bon, dans l'espace de conscience de l'âme, l'idéalité s'est présentée dans son surgissement originaire. Il y a un moment où c'est l'idéalité comme telle qui fait qu'en fait, il y a une espèce de bond en avant de notre civilisation, peut-être pour son plus grand mal, mais de bond en avant de la forme de rationalité représentée essentiellement par les mathématiques et par les mathématiques. Et c'est la même position que vous trouvez chez Kant, philosophe critique de la raison pure. Dans la préface à la critique de la raison pure, dit
dit-il, le premier qui démontra le triangle isocèle, qu'il s'appela Thalès ou comme on voudra, eut une révélation. Parce qu'il y a ce point de départ, de la civilisation européenne, civilisation occidentale avec toutes ses horreurs, mais avec aussi ses formes de rationalité. Alors, maintenant, dernier point, j'ai encore quelques minutes pour... C'était quoi le... Parce que moi, je peux continuer jusqu'à demain matin, si vous voulez. Bon, donc, si vous voulez, quand on posait la question du temps dans les mathématiques, donc c'est évidemment ce que j'essaye de balbutier, hein, c'est concevoir l'histoire des mathématiques comme un fait enchâssé dans l'histoire de la culture intellectuelle. Et c'est ça qui nous manque. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui, ce qui fait qu'on est dans cet état de délabrement intellectuel, c'est qu'on n'a pas pris à bras-le-corps cette véritable question de la nature, de l'appartenance des mathématiques à l'histoire de la culture intellectuelle. Donc, j'ajoute, donc, il existe donc une histoire intrinsèque des mathématiques qu'il faut étudier, qu'il faut enseigner, hein, et qui se manifeste dans le temps de la culture humaine, hein, et qui est comme une sorte de déploiement de propriétés inépuisables, parce que les propriétés mathématiques, les objets mathématiques sont inépuisables, et des objets mathématiques eux-mêmes, et surtout, ce qui est le propre de la nature des objets mathématiques, c'est leur capacité d'engendrer de nouveaux objets. Les objets mathématiques ont cette capacité intrinsèque d'une production, d'un développement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à enseigner, à développer auprès de tous ceux qui pourraient s'intéresser de près ou de loin aux mathématiques. Et c'est de cette manière qu'on va défendre contre la destruction de la civilisation, si je peux dire, le développement des mathématiques et les renforcer contre, comme je vous dis, leur fragilité intrinsèque, à la fois leur beauté, leur grâce et leur fragilité. Donc, il faut ajouter aussi, alors c'est un point que je n'ai pas développé suffisamment, un terme de vocabulaire que je n'ai pas développé. Si je reprends toujours la formulation des analyses de Husserl, donc l'historicité des mathématiques, donc ce que j'appelle donc sa temporalité propre, hein, et doit en particulier mettre l'accent sur les ouvertures d'horizon. Et c'est un terme qui est propre dans le corpus mathématique. Vous avez des objets qui se déploient devant vous, et chacun de ces objets qui se déploient devant vous déploie des horizons de possibilités de démonstration, et la possibilité d'inventer des trajectoires nouvelles grâce à ses propres formes de démonstration. Alors il y avait un philosophe qui avait développé toute cette idée, qui a été décriée pendant un certain temps, qui finalement réapparaît un peu maintenant, qui était Jean Toussaint de Santi. Jean Toussaint de Santi a développé écrit un ouvrage important qui s'appelle « Les idéalités mathématiques ». Donc, alors, il a écrit ça en 1962-63, et à l'époque, j'étais dans les choux. Mais quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il n'avait pas relu. Donc, il a écrit ça d'un seul coup, en 6 mois. Hein, et il développe dans cet ouvrage ce que dit le titre, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une idéalité mathématique ? Quelle est sa place dans notre société et dans nos modes et nos formes de pensée ? Et il donne un certain nombre de réponses, là aussi, qu'on peut critiquer. Hein. Alors, oui.
Alors, je continuerai encore un peu demain, mais je voudrais vous persuader que le mode d'existence des objets mathématiques n'est pas l'existence d'un objet quelconque ou d'un chien. J'ai rien contre les chiens. Donc, alors, il y a un philosophe, un mathématicien important qui est théoricien des nombres, qui s'appelle Nelson, qui j'ai pu retrouver exactement, qui commence son travail par l'anecdote suivante. Il dit, voilà, imaginez le matin, au petit déjeuner, vous ouvrez le journal, et qu'est-ce que vous lisez dans le journal ? Le lecteur est maintenant averti que les nombres ont disparu de la surface de la Terre. Alors, le lecteur est également informé que pour continuer à tourner les pages, on utilisera quelques signes, mais ce ne sont plus les signes qui valent pour n'importe quoi. Donc, ce sont des signes propres qu'on a fabriqués sur le moment. Alors, et il développe toute cette position. Imaginons que nous soyons dans une situation où les nombres entiers ont disparu. Alors, ceci pour dire que le caractère saugrenu de cette question, de cette présentation, vous dit que ça veut dire que les nombres n'existent pas que les nombres ne disparaissent pas comme les dinosaures. Ce sont des objets tout à fait spécifiques et spéciaux, et que ce n'est pas évident de faire disparaître les nombres. Et tout ça pour vous dire que tout ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que les objets mathématiques ont une forme d'existence tout à fait spécifique, qui n'est pas une existence empirique, qui n'est pas une existence spirituelle forcée, mais qui est une existence de possibilité de virtualité, de développement, de démonstration et de transformation. Et il faut ajouter encore, dernier point, que les mathématiques vues de ce point de vue, je ne dis pas que c'est parfait, elles sont aussi un instrument de communication, mais pas au sens trivial du terme. C'est-à-dire que lorsque vous avez démontré un théorème, eh bien, vous le transmettez à un collègue, et qu'est-ce qu'il va faire le collègue ? Il va faire la même chose, il va essayer de voir si c'est bon, il va le recommencer, etc. Et donc toute une série de rapports, de relations s'installe autour d'un objet intellectuel qui peut par la suite se développer davantage sur d'autres objets, à d'autres points de vue. Et donc, il est possible alors de reconstituer une sorte de communauté mathématique des démonstrateurs de théorèmes. Alors, je suis un peu idéaliste quand je dis ça, mais je veux dire qu'il ne faut pas sous-estimer ce caractère de virtualité communicative qui est présente à l'intérieur des mathématiques. Alors, il y a un dernier point que je n'ai pas développé, mais qu'il faudrait développer, qui est, là encore, ça fait partie de la science. Pourquoi est-ce que les mathématiques peuvent, à un certain moment, exercer une telle, à la fois, fascination et une telle haine de la part de ceux qui les lisent. Et comment vous expliquez le fait qu'un théorème mathématique vous accroche au point que vous n'allez pas manger pendant plusieurs jours, même pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que vous ayez démontré ce théorème. Alors ça arrive, je veux dire, c'est souvent. Alors ça aussi, ça fait partie de la puissance, je dirais, la puissance d'attirance de cette discipline-là, qui, à mon avis, représente de ce point de vue-là une des formes importantes de notre civilisation et de notre culture. Bon, alors je n'ai pas fini, j'espère que je pourrai vous développer ça davantage par la suite.